très heureuse de vous retrouver après tout ce temps passé loin de vous. Comme je vous l'avais expliqué sur ma page Facebook et je m'en excuse encore, je n'avais plus d'ordinateur depuis 2 mois et demi, 3 mois étant donné qu'il avait rendu l'âme. Ensuite, ça a été vraiment la série noire puisque l'écran de mon chéri a cramé, donc je ne pouvais malheureusement plus monter mes vidéos, mais tout va bien, je peux à nouveau vous retrouver et vous faire partager mes lectures. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera un bilan lecture, je ne vais pas revenir sur tous les livres que j'ai lus depuis que j'ai dû arrêter les vidéos, tout simplement parce que ça ferait un petit peu trop. Sachez juste que vous pouvez retrouver mes chroniques qui, au miracle, sont pratiquement à jour sur ma page Facebook Canoubook. En attendant, je vais vous parler des lectures que j'ai faites depuis le début du mois et c'est plutôt pas mal étant donné que j'ai lu 6 livres dont un manga. On va donc commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci est l'histoire épatante de Monsieur Fikri et autres trésors de Gabriel Zevin, publié chez Fleuve Éditions. Alors j'ai énormément entendu parler de ce livre sur la blogosphère et j'avais très envie de le découvrir. En plus, je ne le savais pas en l'achetant, mais je me suis rendu compte que j'avais déjà lu un livre de Gabriel Zevin que j'avais beaucoup aimé. C'était un roman jeunesse qui s'appelle Une vie ailleurs. Je l'ai lu il y a déjà de nombreuses années, mais en tout cas je me rappelle avoir énormément aimé la plume de Gabriel Zevin et encore une fois je n'ai pas été déçue. Donc dans ce livre, nous retrouvons Monsieur Fikri qui est un libraire bourru, complètement perdu, qui n'a plus goût à rien depuis la mort de sa femme. Et un jour, dans sa petite librairie de l'île, la seule librairie d'ailleurs de cette île, une jeune femme va abandonner une petite fille qui a à peu près 2 ans en demandant à Monsieur Fikri de prendre soin d'elle, en lui demandant donc cela dans une lettre. Et à partir de ce moment-là, Monsieur Fikri va recueillir cette petite fille qui s'appelle Maya et sa vie va complètement changer vu que cette petite Maya va illuminer son existence parce qu'elle a beau être très très jeune, elle est très en avance pour son âge, extrêmement intelligente, curieuse de tout, elle est vraiment adorable et donc Monsieur Fikri va reprendre goût à la vie grâce à elle. Alors au départ, quand j'ai commencé ce livre, j'ai vraiment cru que ça allait être un vrai coup de cœur. Parce que voilà, un livre qui parle d'enfants, qui parle d'amour, qui parle d'amitié, qui parle de livres surtout, ça ne peut que m'attirer. Et en plus, l'écriture est très très belle. Donc voilà, au départ vraiment, je me suis dit c'est un coup de cœur. Finalement, ça ne l'a pas été tout simplement parce que au fil de l'histoire, j'ai trouvé, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais que l'histoire était assez banale, somme toute. Je m'attendais, vu tous les avis que j'avais vus, à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Et voilà, j'ai pas été déçue du tout, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à des situations beaucoup plus extraordinaires que celles qui sont décrites dans le livre. À part ça, voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. Les personnages sont hyper bien décrits, ils sont extrêmement attachants, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires qui sont vraiment décrits avec beaucoup de précision. J'adore justement quand les personnages sont comme ça très travaillés, qu'on en apprend énormément sur eux. Et là, c'est le cas dans ce livre. Et puis, l'histoire est très mignonne. C'est un de ces livres doudous, en fait, qu'on a envie de garder près de soi, qu'on a envie de vraiment lire en prenant son temps parce que ça fait du bien. Et même si ce livre n'est pas toujours joyeux, même dans les moments où j'ai failli pleurer, j'avais quand même le sourire parce que c'est un livre qui véhicule un très très beau message d'espoir. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille vivement. Ensuite, on passe à un tout autre registre, vu que j'ai lu un livre qui me tentait depuis de nombreux mois. C'est le livre de Véronique Poulain, Les mots qu'on ne me dit pas, publié chez Stock. J'avais vu en fait cette jeune femme dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur la 2 il y a quelques mois, et sa personnalité m'avait beaucoup plu. Alors je lis très peu, voire pas du tout de romans autobiographiques, tout simplement parce que ça m'ennuie profondément. Je trouve que souvent, les auteurs de ces romans, j'ai envie de dire, se la pètent un peu, sont très pédants, se vantent souvent, et même si souvent ils ont eu une vie quand même assez extraordinaire, moi ça me saoule vite. Mais là, rien de tout ça avec Véronique Poulain, c'est vraiment quelqu'un de simple.
qui a écrit un livre donc sur son enfance et son adolescence auprès de parents sourds. C'est extrêmement émouvant, il y a beaucoup d'amour qui se dégage de ce livre et j'ai adoré cette lecture qui est une petite lecture. C'est un livre qui se lit très vite, très bien vu qu'il y a à peu près 110 pages. Mais l'auteur fait preuve de beaucoup de simplicité dans son écriture, ce que j'ai vraiment aimé. Et surtout, elle fait preuve d'énormément d'humour. Il y a des scènes qui m'ont fait me tordre de rire, notamment les scènes où elle raconte comment sa mère aborde un petit peu les sujets d'ordre sexuel avec elle. Et c'est extrêmement gênant pour elle, mais en tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement rire. Et elle-même, je pense, maintenant, en rigole. C'est pour ça que c'est aussi drôle, voilà, parce qu'elle aborde vraiment cette période avec un humour et un détachement extraordinaire. Et j'ai vraiment adoré découvrir son livre qui me tentait depuis fort longtemps. Ensuite, je vais vous mettre la photo de ce livre juste au-dessus parce que je ne l'ai plus, on me l'avait prêté. J'ai eu la chance de lire en avant-première le dernier Franck Tilliez, Pandemia, qui est donc un thriller. Donc je l'avais demandé à la librairie de l'entreprise dans laquelle je travaille et ils ont pu, grâce à la représentante, se le procurer et ils me l'ont donc prêté. Donc je suis très heureuse parce que ça fait des mois et des mois que je n'ai pratiquement plus lu de thriller, plus aucun polar ou thriller ne trouvait grâce à mes yeux. Je trouvais que tout était vu, revu. En plus, le dernier Franck Tilliez qui était paru l'année dernière ne m'avait pas plu, ce qui est assez rare parce que j'adore cet auteur que je suis depuis ses débuts. Donc là, j'appréhendais en fait cette lecture avec beaucoup d'enthousiasme parce que je pouvais lire en avant-première un livre pas encore sorti et en même temps, j'avais un petit peu peur de ne pas aimer, mais rassurez-vous, j'ai adoré cette lecture et vraiment, quand il sortira, je vous le recommande chaudement. Donc il sort le 4 juin prochain, donc vous voyez, c'est dans 15 jours à peu près. Mais vraiment, c'est juste un livre qui m'a enthousiasmée de bout en bout. Donc on retrouve les enquêteurs fétiches de Franck Tilliez, qui sont Lucienne Bell et Franck Charcot. Donc déjà, j'ai adoré retrouver ces personnages. Il y a aussi plein de nouveaux personnages qui se greffent à cette histoire et qui sont tout aussi sympathiques et tout aussi attachants. Alors bien sûr, c'est une histoire très sombre étant donné que Lucienne Bell et Franck Charcot vont à nouveau plonger dans les entrailles du mal, vu que là on est face à des actes terroristes qui visent la population en fait du monde entier, vu que des personnes mal intentionnées vont introduire le virus de la grippe, donc un virus de la grippe méconnu encore, dans l'organisme d'oiseaux. Donc ces oiseaux migrateurs vont vite répandre ce virus un petit peu partout, donc notamment d'abord en France et ensuite dans d'autres pays. Et on va se retrouver face à une épidémie très grave qui va se transformer en pandémie. Et tout ça, voilà, sous l'œil impuissant des enquêteurs, parce qu'il va être très difficile, bien sûr, de remonter la piste de ces terroristes. Mais en tout cas, c'est une histoire où il n'y a aucun temps mort. De bout en bout, j'ai été tenue en haleine. Franck Tilliez ne nous laisse pas reprendre notre souffle. À chaque page, il y a un rebondissement qui vient relancer l'histoire. Et vraiment, voilà, c'est un thriller qui m'a enthousiasmée, ça m'a réconciliée avec les polars. Et j'ai été vraiment très heureuse de lire ce livre-là. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique sur ma page Facebook si cela vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs polars que j'ai lu depuis très très longtemps. En plus, comme je le dis dans ma chronique, ce qui est très appréciable, c'est que c'est vrai que le sujet du virus, le sujet des maladies est quand même assez vu et revu. Mais là, Franck Tilliez a fait un vrai travail de recherche. Il nous plonge vraiment au cœur de l'Institut Pasteur et j'ai vraiment aimé découvrir cet institut parce que bien sûr, comme tout le monde, je connais l'Institut Pasteur de nom, mais voilà, on n'imagine pas toutes les recherches qui peuvent être entreprises là-bas et vraiment, Franck Tilliez a fait un travail de recherche incroyable pour nous expliquer au mieux comment arrivent les virus, comment on peut les éradiquer, quelles sont les recherches qu'on fait pour trouver d'où ils viennent. Et j'ai vraiment été passionnée par cette enquête. Ensuite, je me suis plongée dans un tome 2, et c'est le tome 2 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream Éditions.
Donc la couverture est juste sublime. J'avais eu un coup de cœur il y a quelques mois pour le premier tome et j'avais très envie de replonger dans l'univers de cet auteur que j'aime beaucoup. Donc dans le premier tome, on suivait vraiment les ancêtres en fait des outrepasseurs. Donc les outrepasseurs, c'est une organisation en fait qui traque et qui capture les faits. Et là, dans ce tome-là, on va suivre en fait les héritiers des outrepasseurs, donc de jeunes gens qui sont amenés à devenir de vrais outrepasseurs, donc ils vont être en formation, ils vont avoir des épreuves à passer pour essayer de savoir au mieux appréhender les faits et les capturer. Et voilà, ce tome est tout aussi passionnant que le premier, même si j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. J'ai pas réussi à moi-même me l'expliquer. Mais c'est vrai que le début, je l'ai trouvé un petit peu long. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai lu le premier tome il y a déjà quelques mois? Est-ce que j'ai laissé passer trop de temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, une fois les 100 premières pages passées, j'ai dévoré ce roman en 48 heures et j'ai vraiment aimé la façon qu'a Cindy Van Wilder d'appréhender cette histoire, de nous mettre vraiment en relation directe avec ces personnages. On est tout de suite plongé dans les sentiments de chacun et j'ai adoré. Donc là, on va suivre plus particulièrement en fait Peter, qui est l'héritier de la maison du renard. Et l'histoire va beaucoup se baser quand même sur sa rivalité avec... alors, je ne sais pas si ça se prononce noble en français ou noble. Je ne sais pas. Moi, je dis Noble. Excusez-moi si ça ne se prononce pas comme ça. Mais Noble, qui est le chef des outrepasseurs, en fait. Et donc, cette rivalité entre eux va être très présente au fil du roman, tout simplement parce que Peter, en fait, a prêté serment aux outrepasseurs, mais contre son gré. Il n'a pas envie d'être un outrepasseur. Il trouve que cette organisation est vraiment néfaste pour la société, pour le monde, pour les faits, et il n'a pas envie de faire partie de cette organisation qui lui inspire vraiment une répulsion intense. Donc en fait, ce qu'on découvre surtout dans ce tome qui apporte beaucoup de réponses à nos questions, c'est que les outrepasseurs donc capturent les faits, mais ils ne font pas que les capturer, ils les réduisent en esclavage et ça va même bien au-delà. Donc je ne peux pas vous dire plus de choses à ce sujet parce que je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est une organisation en fait qui est quand même mauvaise. Et moi, c'est vrai qu'en lisant le tome 1, j'avais pas vraiment compris ça. Je pensais en fait que suite à la malédiction qui avait touché les outrepasseurs, donc ils capturaient les faits, mais qu'ils capturaient en fait les mauvaises faits, j'ai envie de dire. Je pensais pas qu'ils voulaient capturer toutes les faits de ce monde, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sans distinction. Et j'avais pas compris que cette organisation était aussi néfaste. Du coup, j'ai été assez surprise, mais bon, ça relance bien l'histoire. Et voilà, j'ai vraiment aimé suivre tous ces personnages parce que c'est vrai que dans le tome 1, on parlait un petit peu des héritiers mais on se concentrait beaucoup sur leurs ancêtres et donc j'ai été ressortie de ce tome 1 totalement enchantée mais avec énormément de questions qui pour la plupart ont trouvé des réponses dans ce second tome. Donc si vous ne connaissez pas cette série, surtout n'hésitez pas à la commencer parce qu'elle est vraiment fabuleuse. Je ne vais pas plus vous en dire tout simplement parce que comme c'est un tome 2, j'aurais trop peur de vous révéler des choses que vous ne sauriez pas si vous avez juste lu le tome 1 ou voilà, si vous n'avez rien lu du tout. J'ai pas envie de vous spoiler cette magnifique série. Donc lancez-vous, ça vaut vraiment le coup. On passe maintenant au 5e livre que j'ai lu ce mois-ci et c'est un manga. Et je suis très heureuse d'avoir fait cette belle découverte. Alors je n'avais jamais lu de manga de ma vie et c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal tout simplement parce que voilà, fallait lire de droite à gauche et ça m'a un peu gênée mais ça n'a pas duré longtemps. C'est le maître des livres de Umiharu Shinohara, le tome 1. Donc j'adore la couverture, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc j'en avais énormément entendu parler sur beaucoup de chaînes, notamment sur la chaîne de Margot Liseuse, et j'ai décidé de me lancer et vraiment ça a été un gros coup de cœur.
Donc c'est un manga qui parle essentiellement de livres, donc ça ne pouvait que me plaire. Et on va notamment se concentrer sur deux personnages qui sont Miyamoto et j'ai un peu de mal avec en fait les prénoms, et Mikoshiba, pardon. Donc voilà, Miyamoto et Mikoshiba. Donc Mikoshiba, c'est le bibliothécaire de cette bibliothèque en fait pour enfants, parce que voilà, c'est une bibliothèque qui présente uniquement des livres pour enfants. Et Miyamoto en fait, c'est un jeune homme un peu perdu au début de ce manga, qui erre un peu comme ça, qui ne sait plus trop où il en est dans sa vie, et un soir il va tomber sur cette bibliothèque pour enfants qui est ouverte à une heure assez tardive. Il va être intégré, il va rentrer, et à partir de ce moment-là, il va passer tout son temps libre dans cette bibliothèque et il va découvrir ou redécouvrir la littérature jeunesse. Et c'est une magnifique histoire. Moi-même, j'ai découvert ou redécouvert des ouvrages que je connaissais mais que j'avais un petit peu oublié ou que je ne connaissais pas du tout, comme L'île au trésor, comme Le prince heureux. Et ça fait énormément de bien de se plonger dans ce monde des livres. Alors le bibliothécaire Mikoshiba est un jeune homme assez bourru, il a l'air de faire tout le temps un peu la tête, il répond tout le temps un peu sèchement, mais en tout cas il est très attachant malgré son caractère qui peut paraître un peu difficile, et je pense qu'au fil du temps je ne vais que l'en apprécier davantage quand je vais apprendre plus de choses sur lui. Là on apprend quelques petites choses, on remonte un petit peu dans son enfance. Mais voilà, on n'apprend pas non plus énormément de choses, mais on en apprend assez pour qu'il nous devienne tout de suite très très sympathique. Et voilà, je ne peux que vous conseiller ce manga, qui m'a énormément plu. La littérature est vraiment au centre de l'histoire, et pour les amoureux des livres comme moi ou comme vous, ça ne peut qu'être un coup de cœur. J'ai déjà les 3 autres tomes dans ma palle, parce que oui, j'ai acheté carrément toute la série sans même savoir si j'allais aimer, et finalement je me dis que j'ai bien fait parce que je vais vite me plonger dans le tome 2. Et pour finir, je vous mettrai aussi la photo de la couverture juste au-dessus de moi. J'ai lu en fait le livre que vous m'aviez choisi pour le mois de mai, qui est un livre de Roald Dahl, Dany, champion du monde. Je l'ai juste fini hier et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors c'est vrai que quand j'ai lu le pitch, j'étais un petit peu déçue parce que je n'ai jamais lu de Roald Dahl, mais je sais que Roald Dahl, pour avoir vu des adaptations de ses livres, met toujours plus ou moins de la magie dans ses histoires. Et là, c'est un livre où il n'y a pas du tout de magie, donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue au départ. Et puis finalement, je me suis laissée emporter par l'histoire. Donc c'est l'histoire de Dany et de son père William. Donc ces deux personnes vivent seules depuis la mort en fait de la maman de Dany. Et ils tiennent une petite station-service, un garage, ils vivent dans une petite roulotte, donc ils ont un petit terrain, ils ont leur petite vie bien organisée, ils sont très heureux comme ça. Dany adore rester avec son papa, il préfère d'ailleurs la compagnie de son papa à la compagnie de beaucoup de ses amis. Et en fait, le jour de ses 9 ans, son papa va lui révéler un secret, c'est-à-dire que depuis son plus jeune âge, il s'adonne au braconnage, le braconnage notamment de faisans. Et donc, toute une histoire va se mettre en place autour de cette chasse aux faisans. Alors, c'est vrai que l'histoire en elle-même m'a pas non plus transcendée, parce que la chasse, c'est pas trop mon truc à la base. C'est pas trop mon truc tout court d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir de cette histoire, c'est la grande complicité qui lie Dany à son père. C'est l'amour qui les unit. Et vraiment, j'ai adoré cette petite histoire toute simple, sans prétention, mais qui met du baume au cœur. Et ça m'a énormément plu de suivre les aventures de Dany et de son papa dans cette chasse aux faisans. Et finalement, même si l'histoire en elle-même, l'histoire de cette chasse me passionnait pas plus que ça, je me suis laissée prendre au jeu, bien malgré moi, et j'en étais moi-même surprise. En fait, j'avais envie de savoir comment ça allait finir, j'avais envie de suivre encore leurs aventures. Et voilà, c'est vraiment un livre qui m'a fait du bien. J'étais un petit peu en panne de lecture à ce moment-là,
et je dois dire que ça a vraiment relancé mon envie de lire, parce que c'est un livre absolument formidable. C'est pas le plus connu, je pense, de Roald Dahl, mais si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, parce que il se lit très bien, il y a de jolies illustrations, et c'est un livre pour enfants, certes, mais qui peut aussi très bien convenir à des adultes, et c'est une magnifique histoire. En tout cas, je vous en reparle très bientôt, vu que je vais vous faire dans la semaine ma chronique. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, foncez, même si vous avez des enfants, je pense que l'histoire les enchantera autant qu'elle m'a enchanté moi. Donc voilà, ce bilan lecture est à présent fini. Je suis vraiment très heureuse d'avoir enfin pu vous retrouver, je vous le redis. Et on se retrouve donc très bientôt pour la vidéo du livre mystère de juin, et dans une quinzaine de jours pour un nouveau bilan lecture. À très bientôt mes papillons!